Et aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre fonctionnement. C'est quoi la réalité du terrain en Et fait c'est cette double compétence qui fait que ces profils sont très recherchés. Et si on arrive à identifier le problème métier à résoudre, l'enjeu de formation doit s'y adapter. Il se passe quelque chose d'assez étrange dans le marché du travail aujourd'hui, puisque déjà on a des entreprises qui recrutent énormément. On a aussi tout un tas de candidats à la recherche d'une nouvelle entreprise, mais aussi d'une certaine montée en compétences. Et dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que au final, tout le monde est un peu paumé. C'est un peu ce que l'on voit sur le marché à l'heure actuelle. Et déjà, on a des entreprises qui ont un peu du mal à recruter les meilleurs profils. On a aussi des candidats qui sont un peu perdus. Moi, je le vois beaucoup en entretien d'exploration, notamment sur l'aspect orientation, etc. Mais aussi en B2B sur la partie montée en compétences des salariés. Et il y a une chose aussi dont on ne parle pas vraiment, c'est notamment le fossé qui se creuse entre ce que l'on apprend à l'école, d'une part, mais le réel besoin en entreprise. Et effectivement, c'est ce que l'on va aborder aujourd'hui dans le cadre de ce podcast. Et donc, j'ai du coup Camille Broussin, directeur général et fondateur de Cruise. Moi-même, Yoann Jimenez, directeur du développement et des admissions chez Cruise. Et c'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir dans le cadre de ce podcast chez MyStudio. Donc, c'est une première un peu pour nous. Donc, c'est premier pas. Est-ce que, du coup, Camille, est-ce que déjà, avant de t'introduire, est-ce que tu pourrais nous donner un peu quelques informations sur Cruise ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de cette prise de parole. Du coup, effectivement, Cruise, on est un petit peu à la croisée entre une école et un organisme de formation. On vient aider des personnes, étudiants, professionnels qui ont besoin de monter en compétences sur des métiers aujourd'hui très recherchés, qui sont les métiers du digital. Et on le fait d'une manière un petit peu différente à travers des spécialisations sectorielles. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre fonctionnement, des formations longues, courtes, certifiantes, qui ont la capacité à amener des compétences sur le marché très, très intéressantes pour les entreprises. Et ouais. Juste pour l'anecdote, parce que du coup, j'ai fait le calcul, ça fait presque 1 an qu'on se connaît déjà. Exactement. C'est 1 an qu'on collabore. Exactement. Donc plusieurs mois, ça nous a permis de tester des choses, de faire des remontées d'informations sur les besoins des entreprises, mais aussi des candidats. On est quand même aussi connecté au cœur du besoin. On a pas mal de retours d'informations là-dessus, parce qu'on est aussi dans le cœur des processus de montée en compétences, à la fois des salariés, mais aussi des étudiants. Exactement. Et ça nous permet aujourd'hui de faire ce retour d'expérience. Je pense que c'est ultra important. Qui plus est, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais sur LinkedIn, je travaille beaucoup sur LinkedIn, tu le vois dans mes suivis de projets, etc. Mais j'ai eu pas mal de retours, de questions sur justement ce format, le podcast. Et aujourd'hui, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait de podcast sur l'aspect alternance, formation, parcours académique, mais aussi sur l'accompagnement des salariés, que ce soit à travers des reconversions, mais aussi en interne auprès des entreprises. Donc, on s'est dit pourquoi pas lancer le format. Exactement. Donc ça, c'est un premier test. Peut-être que par la suite, on pourra aussi introduire des intervenants professionnels. D'autres personnes, des étudiants, des professionnels, des entreprises. Ouais. Des cas clients ou des entreprises, on va en parler aussi, mais sûrement qu'on fera intervenir d'autres personnes. Donc voilà pour ce premier test. Soyez assez sympa avec nous dans la barre des commentaires. Mais dans tous les cas, c'est vrai que nous, ce retour que l'on fait aujourd'hui, on le fait déjà au quotidien avec les entreprises. Donc on s'est dit que ce serait sympa aussi de le partager à travers ce podcast, donc Inside Cruise, qui permet effectivement d'être connecté au monde de l'entreprise, de la montée en compétences, de la formation et toutes les spécificités que Cruise peut amener. Moi, je veux juste, avant d'aller un peu plus en détail sur toi, parce que quand on s'est rencontrés, moi, il y a un truc qui m'a frappé. Et effectivement, je pense que c'est en lien avec ton parcours, ta manière de voir les choses. Parce que Camille va nous le dire, mais il a aussi travaillé dans le monde du luxe. Et je pense que ça laisse des traces, que ce soit dans l'exigence que tu as, le sens du détail.
Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Oui, bien sûr, avec plaisir. Effectivement, Cruise, pour plein de bonnes raisons, c'est un concentré du parcours que j'ai eu dans les 15 dernières années, qui, comme tu l'as précisé, sont à la fois dans les métiers du digital, des nouvelles technologies, mais aussi orientés vers des enjeux métiers qui sont très, très présents aujourd'hui dans des secteurs comme le luxe, comme le tourisme, comme l'hôtellerie, comme la restauration, comme le sport. Et effectivement, il y a un trait commun dans la plupart de ces métiers, c'est le besoin de compétences digitales. Et j'ai travaillé pendant un peu plus d'une quinzaine d'années dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, haut de gamme et luxe, dans lequel on avait toujours un élément marquant. Quand on recrutait des personnes, on était incapable de trouver des personnes qui avaient des doubles compétences. C'est-à-dire qui comprenaient à la fois les outils du digital, les outils des nouvelles technologies, et qui étaient capables de comprendre aussi les enjeux métiers qui étaient liés à ça. Et donc, du coup, quand on recrutait quelqu'un, on avait toujours une période de 6 mois environ Ouais. où on formait les personnes aux éléments qu'ils n'avaient pas. Donc, soit s'ils venaient d'un enjeu sectoriel, on prenait 6 mois pour les former aux outils digitaux. Si soit ils venaient d'une compétence un tout petit peu plus technique, Mm. et du coup, on devait les mettre face à Et des ouais. codes métiers qui étaient un peu plus compliqués. Et on perdait du temps systématiquement sur ces recrutements-là, ce qui fait que Cruise a été une réponse. Il y a évidemment d'autres éléments qui ont positionné Cruise de manière aussi spécifique, mais ça a été une des réponses très importantes dans notre positionnement, d'imaginer des personnes qui ont ces doubles compétences, une vraie connaissance des métiers du digital Mm. et qui ont la capacité aujourd'hui à comprendre les enjeux métiers. Ouais. Et ces enjeux-là sont aujourd'hui extrêmement demandés en entreprise. C'est les métiers qui se développent le plus. Et donc, la réponse est relativement logique, Et, finalement. ouais. Et c'est un peu le paradoxe, tu vois, parce que j'ai vu des retours chiffrés, notamment sur le nombre d'offres d'emploi. Ouais. De manière générale, ça a tendance à baisser, Mm. mais sur l'aspect tech, c'est en train d'exploser en fait. Exactement. Donc Et on alors, se dit, il n'y a plus de travail, mais en fait, il y en a, c'est juste que c'est plus ou moins niché et ça demande aussi un certain niveau de compétence sur la C'est tech. ça. C'est ça, c'est un transfert de compétences sur des métiers qui étaient peut-être davantage opérationnels à un moment et qui deviennent un tout petit peu plus technologiques, si je peux le dire. La progression de l'IA et de l'automatisation, évidemment, n'y est pas pour peu de choses dedans. Et effectivement, donc, la croissance des métiers est un boom assez incroyable. Et le pari que j'ai fait à la création de Cruise, c'était de voir ça arriver et d'envisager que aujourd'hui, la compétence phare, c'est celle de maîtriser les outils et de pouvoir le faire dans un contexte sectoriel où on comprend comment les adresser à la bonne façon, de la bonne manière, etc. Mm. Et c'est cette double compétence qui fait que ces profils sont très recherchés, ont des besoins très très ciblés. Et j'ai une très bonne analogie pour ça parce qu'en fait, ça nous ramène un certain nombre d'années en arrière. On évidemment connaît tous les écoles de commerce. Les écoles de commerce, il y a une petite trentaine d'années, ont commencé à se spécialiser sur des secteurs d'activité. On considérait que pour pouvoir avoir de la pertinence sur des secteurs d'activité, il fallait créer des écoles, des organismes qui avaient toutes ces compétences-là réunies au sein d'une même marque, au sein d'un même enjeu. Et puis, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, on a commencé à voir émerger des écoles digitales, évidemment, qui forment au métier aujourd'hui très présent en entreprise. Et aujourd'hui, on est à un point de bascule où en fait l'essor des métiers du digital est tellement important que du coup il y a aussi un enjeu de spécialisation sectorielle. Et là pour le coup, on est plutôt sur une feuille blanche. À date, il n'y a pas énormément de compétences travaillées sur ces sujets-là, en double compétence. Et donc c'est un petit peu le pari que Cruise a pris dès la création. Et effectivement, c'est ce que je vois beaucoup sur les demandes d'entreprises. Et j'aimerais juste revenir sur une chose parce que aujourd'hui, même si un recrutement se passe bien, même s'il y a une réussite et que le profil reste, il y a le développement des process en interne, etc., c'est quand même aussi conditionné, notamment par cette double compétence, parce que même si on est expert métier et qu'on arrive dans une entreprise, on a du mal à, je sais pas moi, utiliser de l'IA ou même un ordinateur, des fois, tu vois, on a toujours besoin d'un profil un peu plus expérimenté dans le digital pour paramétrer du Wi-Fi, etc. Tu vois. C'est très simple. En fait, il y a deux types d'offres d'emploi. On fait une comparaison du coup au marché du recrutement, etc. Il y a les offres d'emploi qui recherchent des personnes techniques. Et donc, dans les fiches de poste, dans les missions qui sont demandées, il y a la maîtrise d'un certain nombre d'outils, de processus, et effectivement, il faut avoir de l'expérience sur ces outils-là. Il est souvent remarqué dans ces offres d'emploi
qu'il y a dans les plus, pour peut-être obtenir le poste, une sensibilité sur un secteur d'activité. Sensiblement, l'activité que l'entreprise a. Donc, si vous êtes un très bon traffic manager, un très bon chargé de projet digital, un très bon SEO manager, vous êtes un meilleur technicien si vous avez une sensibilité sur le secteur qui aujourd'hui est le secteur d'activité de l'entreprise. Et donc, il y a les autres offres d'emploi qui, elles, demandent plutôt une connaissance sectorielle parce que vous allez intégrer une agence de voyage, donc on a besoin que vous ayez des fondamentaux, par exemple, sur les enjeux touristiques. Vous allez intégrer un hôtel, un hébergement touristique. Il y a des fondamentaux de la relation client, de l'expérience client que vous devez connaître. Mais il est marqué dans les compétences que vous devez avoir un certain nombre d'outils technologiques qui ne sont pas inhérents aux formations sectorielles habituellement. Et donc, en fait, on est dans une sorte de complexité aujourd'hui sur le marché du travail où on demande des personnes qui ont des connaissances métiers, qui ont des connaissances digitales, et il n'y a pas de besoin de réponse de formation aujourd'hui sur le marché. Donc Crooze a fait ce pari-là il y a 3 ans, et aujourd'hui, le marché a plus que validé notre hypothèse, parce que du coup, on travaille avec un certain nombre d'entreprises, on est dans un positionnement qui fait que les personnes qu'on accompagne ont une vraie valeur dans ces entreprises. Tu dis, on travaille avec un certain nombre d'entreprises, est-ce que tu aurais des... Je crois que c'est 150 partenaires aujourd'hui. Oui, exactement. En fait, on travaille avec un certain nombre d'entreprises dans chacun des secteurs d'activité. On a aujourd'hui une prédominance de nos partenariats et des clients avec lesquels on travaille régulièrement qui sont plutôt dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, puisque c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé beaucoup. C'est dans l'ADN, en fait. Voilà, dans l'ADN. Et d'ailleurs, le nom Crooze, d'une certaine manière, est aussi dans cet ADN-là. Et ça fait aujourd'hui notre force. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller alimenter ces entreprises de compétences ou de personnes, des étudiants en recherche d'alternance ou autres, qui viennent avec une vision à la fois métier et à la fois technique. Et donc, ces jeunes qui ont entre 20 et 22 ans, 20 et 25 ans peut-être, sont capables aujourd'hui d'amener des choses en entreprise que des personnes qui sont peut-être dans l'entreprise depuis 15 ou 20 ans n'auront pas la capacité à amener parce que ça repose sur des fondamentaux technologiques. Et en fait, moi, j'ai remarqué quelque chose. Bon, j'ai fait un BTS tourisme aussi il y a quelques années de ça déjà. À ce moment-là, il y avait déjà une option multimédia. On faisait des sites internet, on faisait du social media, etc. À l'époque, on parlait déjà de transformation digitale. Aujourd'hui, pratiquement 10-15 ans après, on ne serait pas un peu dépassé du coup ? Alors oui et non. En fait, le terme transformation digitale est relativement un mot valise puisqu'il induit énormément de choses derrière. Ce qui se passe, c'est que le marché aujourd'hui des entreprises est segmenté. On va dire il y a d'un côté les grands groupes ou les entreprises qui ont la capacité à faire de la transformation, d'implémenter des nouveaux outils, des nouvelles technologies, etc., de recruter les équipes qui ont ces compétences, etc. Et donc, d'une certaine manière, qui vont aussi leader le marché sur ces sujets. Et puis à côté de ça, il y a un très grand nombre d'entreprises qui sont plutôt des PME, TPE, relativement à échelle ou à taille un peu plus humaine, qui sont peut-être pas toujours dans les grandes villes, qui ont aussi la capacité à nécessiter ces compétences-là. Et on va dire que, alors on parlait il y a 25 ans de fracture numérique. Et ben en fait, cette fracture, elle existe toujours. Ça dépend à quel niveau on la regarde. Et donc quand tu regardes sur des entreprises qui sont un peu moins bien centralisées en termes de villes ou qui n'ont pas aujourd'hui un cœur d'activité sur les métiers du digital et des technologies, il y a énormément de travail à mettre en place, il y a énormément de choses à mettre en place et qui peut amener énormément de valeur ajoutée par rapport à une compétition, par rapport à des acteurs qui ne le font pas. Je pense aux industries, je pense au commerce, je pense aux métiers de service, quels qu'ils soient. Et quand on regarde sous ces différents angles-là, on a vraiment des besoins en entreprise qui sont assez incroyables. Et quand tu parles de besoins d'entreprise, tu fais référence à la montée en compétences des salariés, des équipes, mais aussi du recrutement d'alternants. C'est à quel niveau que ça s'opère, ou peut-être tous les niveaux aussi? Et ben en fait, c'est aussi le pari qu'on a fait initialement. On venait de la problématique de recrutement, c'est-à-dire de la montée en compétences en interne des salariés ou d'avoir des compétences qui puissent nous permettre d'apporter des enjeux à l'entreprise. Quand j'ai créé Crooze, j'avais un objectif de me dire à la fois il faut que je forme une nouvelle génération à ces enjeux-là. Peut-être des volumes de jeunes très ciblés avec des compétences qui sont vraiment aujourd'hui attendues par le marché. On ne va pas faire un très grand nombre, mais en l'occurrence, on va essayer de leur apporter le maximum de valeur ajoutée. Et après, ils vont avoir un impact en entreprise. Justement, cette compétence-là, avant, elle était induite
par une passion, tu vois, Exactement. par exemple, moi, un profil un peu, pas forcément pure tech, mais j'aime mettre les mains dans le cambouis, tester des choses, etc. Avant, c'était plus ou moins induit par ça, c'est-à-dire on s'auto-formait à côté. Aujourd'hui, effectivement, on voit de plus en plus d'écoles, ou même en entreprise, on le voit également sur la montée en compétences, mais on a ce besoin aussi d'évoluer, et sans parler aussi de l'impact de l'IA, tu vois. C'est ça. Donc, c'est clair que cette partie-là est aujourd'hui au cœur de notre fonctionnement. Ça représente le plus gros de notre activité. Et évidemment, on a pour objectif de donner à ces jeunes une carrière relativement bien ouverte sur le champ sectoriel auquel ils sont confrontés. Et à côté de ça, c'est le point que tu faisais, c'est qu'on a fait un choix, c'est celui d'ouvrir aussi cette montée en compétences à des salariés en entreprise de ces mêmes secteurs d'activité et de tout à fait imaginer que même au sein de ces entreprises, avec des personnes qui ont un recul professionnel un peu plus important, il y a aussi besoin de cette montée en compétences. Et donc aujourd'hui, on opère sur les deux aspects. On est école et organisme de formation. On va pas être très loin bientôt, à peu près de 50% de chaque côté. Et l'idée, c'est que les entreprises viennent nous voir pour des besoins de montée en compétences sur les métiers du digital. Ce sont des entreprises qui sont très bien positionnées dans leur secteur d'activité. Et pourquoi on a fait ça ? Eh bien, c'est très simple. Si vous imaginez que d'un côté, des entreprises ont des besoins de montée en compétences sur des sujets et viennent vous voir pour ça, ça justifie très largement qu'il y a une demande marché pour amener des jeunes à développer ces compétences-là. Et donc, c'est une sorte de cercle vertueux sur lequel on travaille. On travaille avec des entreprises qui ont la capacité à se monter en compétences et à intégrer des compétences, qui ont compris cette fracture, et des jeunes qui ont clairement envie d'avoir des positions intéressantes, des postes à responsabilité en entreprise. Et oui, et c'est d'autant plus présent, parce que là, on s'appuie beaucoup sur la montée en compétences des jeunes, des parcours académiques, parce qu'effectivement, on passe aussi par des niveaux bachelor, master, du MBA, mais récemment, on a eu un cas client, typiquement, qui a cumulé plus de 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie du luxe. Malheureusement, son hôtel ferme. Il se dit, je vais devenir consultant, mais en incorporant la brique IA, la brique tech, en plus de toute son expertise sectorielle, du coup, pour rebondir et pour démarrer une nouvelle activité. On a aussi ce cas, en fait, ça touche pas forcément que les jeunes. Exactement. Aussi les moins jeunes, quoi. Et c'est ça où c'est assez incroyable, c'est dès lors que on a une compréhension de la manière dont les attentes des entreprises sont en train d'évoluer, dès lors qu'on a compris ces éléments-là, l'apport de compétences, il va être relativement aisé. C'est-à-dire qu'on a identifié le problème et on est capable, nous, en tant qu'organisme, d'aller monter en compétence une personne qui a défini un projet professionnel qui était propre à ça. Donc que ça soit un étudiant, des professionnels, des directeurs, des responsables, des managers en entreprise, des personnes en reconversion, on a la capacité à les spécialiser sur des métiers qui aujourd'hui sont extrêmement demandés sur le marché. Tu aurais des exemples justement de type de métier, etc. Oui, bien sûr. Alors, une autre fois, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur le secteur. On pourrait voir quelques différences par secteur d'activité, mais globalement, les métiers du digital aujourd'hui recouvrent 3 grands domaines. Les domaines de la création, qui sont là plutôt sur des aspects d'interface, des aspects de création visuelle, de logos, de chartes graphiques, etc., de maquettes, de manière générale. On a les métiers plutôt technologiques, les métiers technologiques qui induisent la création de plateformes, la mise en place d'automatisation, la mise en place d'un certain nombre d'étapes techniques en termes de développement pour les plateformes numériques, le mobile par exemple, etc. Et on a des enjeux plus de commercialisation, plus business, plus marketing, sur lequel ces compétences-là. Donc après, les titres sont très liés à ces 3 grands domaines. Donc on peut avoir des UX, UI designers, on peut avoir des responsables marketing digital, on peut avoir des SEO managers, maintenant GEO managers, donc du coup en charge de la visibilité sur les IA génératives. Et en fait, ce qui fait que ce sont des nouveaux métiers, c'est que on commence à avoir des personnes qui se spécialisent par secteur d'activité. Donc le job title ne change pas encore fondamentalement, mais par contre, sur les offres d'emploi, il est demandé une expérience très précise dans le secteur d'activité donné. Je vous prends un exemple très simple. Un responsable marketing digital dans un hôtel, s'il n'a pas fait d'hôtellerie, évidemment il est responsable marketing digital, s'il n'a pas fait d'hôtellerie
on va dire, dans les quelques dernières années avant la prise de poste, peut-être middle management ou senior auquel il est confronté, ça devient un problème. Et C'est-à-dire oui, parce qu'il n'a pas la connaissance exactement. du secteur. Et Quoi. donc, Ouais. vous allez avoir le problème qui est à l'origine de Cruise, Ouais. c'est celui de former quelqu'un en interne, enfin d'intégrer quelqu'un en interne, mais de rater une partie de son onboarding ou de passer énormément de temps sur sa montée en compétences, alors que dans l'absolu, vous aimeriez vous dispenser de ça. Donc, on travaille, on a de très bons exemples sur ça. On travaille avec des entreprises qui aujourd'hui sont déjà positionnées sur ces métiers, soit du Mm. digital, soit des secteurs d'activité, et qui du coup viennent chercher chez nous, pas l'un ou l'autre, mais du coup les deux, Et oui. pour avoir la capacité à intégrer tout de suite quelqu'un d'opérationnel et qui va pouvoir pousser l'entreprise un petit peu plus loin. Et de quelle manière ça s'opère du coup? Est-ce que on intervient directement dans des entreprises? Est-ce que parce que avec l'avènement du digital, de l'IA, etc. Il y a des personnes qui aiment être formées à distance, Ouais. d'autres qui sont un peu plus réfractaires. Mm. C'est quoi la réalité du terrain en fait? Ouais, alors on a toujours un marché qui est très segmenté sur le sujet. Pour être très franc avec toi, il y a une notion de géographie ou Mm. de localisation, on peut l'appeler comme ça, aujourd'hui sur la montée en compétences. Être en station d'hiver, en station de montagne l'hiver, il n'y a pas énormément de montée en compétences possible, il n'y a pas énormément d'écoles. Être sur une île ou sur une zone touristique lointaine de la métropole, Mm. aujourd'hui, il n'y a pas aussi énormément de, de possibilités de monter en compétences. Vous êtes dans une ville française plutôt de troisième niveau où vous avez entre 10 et 30 000 habitants, etc. Vous n'avez pas forcément d'école ou d'organismes de formation de qualité qui sont capables de vous faire cette montée en compétences. Et donc, du coup, une des approches que l'on a, c'est une sorte d'omniscience dans l'ensemble des localisations sur lesquelles on veut aller. Donc, on peut former en distanciel pour évidemment apporter cette compétence-là partout où elle est nécessitée. On peut aussi former en présentiel, pour le coup, sur des demandes très spécifiques d'entreprises qui souhaitent former plusieurs salariés à un enjeu donné. Et des fois, on fait des formats un petit peu hybrides. C'est-à-dire, on mixe à la fois présentiel et distanciel parce que l'ingénierie pédagogique fait en sorte qu'on est capable d'apporter la bonne valeur au bon moment. Ouais. Et un petit point juste sur le sujet, c'est que depuis plusieurs mois, on commence à avoir une demande qu'on ne cherchait pas initialement, hein, mais une demande internationale. Oui. C'est-à-dire, on a énormément d'entreprises et d'étudiants qui ont le souhait d'être dans un enjeu international dans leur montée en compétences, soit parce que j'ai envie de découvrir une zone spécifique, soit parce que j'ai un projet à porter dans cette zone-là. Et aujourd'hui, le monde de la formation n'était pas très bien fait pour les personnes qui ont la volonté d'être mobiles. Et donc, ça a été aussi un pari qu'on a pris, celui d'envisager qu'aujourd'hui, la formation doit pouvoir s'adapter, doit être de qualité, doit être engageante, mais elle doit aussi pouvoir répondre à des enjeux de flexibilité géographique. Oui. Et aussi le côté, le fait d'être rassuré dans les premiers pas. Parce qu'effectivement, si tu fais appel à un organisme dont tu ne connais pas le nom, parce qu'effectivement, Cruise aussi, c'est tout jeune. La première étape, parce que tu parlais d'hybride, mais première étape en présentiel, deuxième étape en distanciel aussi, ou tout en distanciel, mais en tous les cas, tout est possible. Et ce que je trouve excellent, notamment chez Cruise, c'est que, en fait, sur la partie sur-mesure, on peut tout faire. Il n'y a aucune limite, en fait. C'est 100% adapté, individualisé. Et même au cœur d'une entreprise, typiquement, on a un service marketing qui veut développer ses compétences en automatisation IA, comme tu le disais plus tôt. On a différents niveaux. Ça aussi, on peut l'ajuster, le paramétrer, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment excellent. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'acteurs qui puissent proposer ce format-là avec cette agilité, cette et flexibilité. Je peux même t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le constat marché est relativement simple sur cette partie-là. Le monde de la formation, qu'on parle de la formation longue certifiante ou qu'on parle de la formation plutôt professionnelle continue, etc., a aujourd'hui un modèle à deux vitesses. Soit vous avez une stratégie de volume, et donc du coup, pour pouvoir survivre ou faire en sorte d'aller un petit peu plus loin, de croître, vous êtes uniquement en possibilité d'augmenter vos volumes. Donc, c'est une sorte de machine à cadence folle qu'il faut faire alimenter. Donc, quand vous privilégiez une stratégie au volume, vous prenez un maximum de personnes à former dans la modalité la plus simple possible, mais du coup, vous portez un petit peu moins d'attache à la montée en compétences réelles.
par On définition... remplit des cases, quoi. Voilà, en fait. parce Ouais, qu'en fait, ok. vous faites du volume, donc par définition, c'est une stratégie qui a du sens, Mm. mais on est dans un contexte de formation qui induit que, en tout cas, la valeur intrinsèque de la formation est la montée en compétences, et donc les résultats devraient être l'efficacité, et non le fait qu'on ait formé plein de gens, Mm. si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on a une autre stratégie possible dans le secteur de la formation, c'est celle de la qualité. Et pour faire de la qualité, par définition, il faut moins de volume. Par définition, il faut un accompagnement qui est beaucoup plus individualisé. Et c'est ce choix-là qu'on a fait parce qu'on a pris cette double compétence, parce qu'on a pris des métiers qui étaient en forte croissance, mais sur lesquels on voulait avoir le meilleur impact possible. Et donc, que ça soit sur la partie école ou sur la partie organisme de formation, aujourd'hui, on cherche vraiment à développer les compétences de manière la plus poussée possible. Et c'est un de nos critères de succès, c'est cette intégration parfaite dans le cœur de l'entreprise ensuite de ces personnes ou de ces compétences qu'on leur a données. Et en plus de ça, je trouve que de plus en plus, en échangeant avec des professionnels, et on sait que la partie relation, elle est assez technique aussi, parce qu'on peut avoir une personne qui vient avec un besoin, un salarié, et ensuite, après, c'est le RH qui reprend la main, le responsable de pôle, le DRH, le DG. Au final, tout le monde a une vision un peu différente de la formation. En tout cas, le besoin, pratiquement, c'est toujours le même, en fait. Ouais, alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire par rapport à ça, parce que une nouvelle fois, j'essaye de me différencier aussi, Cruz, dans le marché aujourd'hui que j'observe. Si on parle que de la formation professionnelle continue, aujourd'hui, le marché est très orienté sur cette logique de volume, où vous avez de l'autre côté plutôt des consultants avec des expertises métiers assez poussées sur lesquelles vous voulez de l'implémentation pure. Et entre deux, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, soit vous internalisez la compétence, mais du coup, vous ne l'êtes pas de manière très qualitative, soit vous externalisez la compétence avec un consultant, mais finalement, vous n'avez pas la main dessus. Le pari qu'on fait, c'est de se dire qu'on peut faire de la formation, de l'internalisation de compétences, mais de manière suffisamment experte qu'elle nous permette d'avoir un impact à long terme. Et donc, du coup, ça se voit très, très bien dans la manière dont on organise nos formations, dans ce côté très sur mesure. C'est qu'on travaille avec des experts sur leur sujet, dont l'activité de formation n'est pas du tout centrale dans le cœur de leur activité. Et tu sais bien ce système-là, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. On ne veut pas résoudre leurs problèmes de formation, on veut résoudre leurs problèmes métiers. C'est-à-dire qu'on leur demande, c'est quoi le problème métier que vous voulez résoudre et qui a amené à cette prise de contact. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, ils ont un peu du mal à y répondre, parce qu'ils sont tellement matrixés par cette manière de fonctionner, qu'ils vont plutôt demander, OK, une formation, et après, en fait, quand on échange sur les premiers entretiens exploratoires, etc., on se rend compte que très vite, on met le point sur des problématiques rencontrées, des challenges, et en même temps, il y a le côté, on amène la formation, OK, mais ça suffit pas forcément. On a de plus en plus de demandes de suivi après formation. Et je pense que ça aussi, ça permet de rassurer les candidats et les personnes qui vont participer à ces programmes, parce que OK, on engorge de l'information, de la théorie, on a beaucoup de cas pratiques aussi, donc ça permet de tester. Mais après, concrètement, et on l'a vu dernièrement avec des grands groupes, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est quoi la suite ? Et de plus en plus, on a cette réflexion qui devient en fait une demande de comment on peut être accompagné sur la montée et la montée en charge aussi, et les premiers résultats, quoi. En fait, ce point-là est essentiel parce qu'il nous place dans un référentiel qui est différent du côté du client. On ne veut pas se placer face à lui, à lui dire c'est comme ça que tu devrais monter en compétences. On va plutôt se placer à côté de lui et on va lui demander concrètement qu'est-ce que tu essayes de résoudre dans tes problématiques actuelles. Et si on arrive à identifier le problème métier à résoudre, l'enjeu de formation doit s'y adapter. Et donc, on doit proposer un programme, on doit proposer une formation qui a la capacité à résoudre ce problème métier. Et après, il y a dans beaucoup de formations, par exemple, dans lesquelles on intègre la notion de post-formation, c'est-à-dire comment l'équipe ou l'organisation doit se mettre en place pour que cette mise en compétence, cette montée en compétence soit beaucoup plus efficace. Et donc, dans le programme de formation, il y a l'après. Et questionner les apprenants sur cette chose-là a vraiment un impact aujourd'hui auprès de nos clients. Donc là, on vient de faire un peu on vient de couvrir tout le périmètre, notamment de l'impact en entreprise.
Mais l'impact en entreprise se fait aussi directement avec les alternants, notamment. Et ils ont une place, pour moi, ultra importante. Et nous, on le sait bien parce qu'on recrute aussi des étudiants en alternance chez nous. Comment ça se passe concrètement pour un étudiant aujourd'hui qui veut parfaire son parcours professionnel parce qu'il me semble que du coup, Cruz, c'est distanciel. L'expérience, elle est vraiment différente, du coup. Alors oui, elle est différente, mais une fois relativement positivement. Aujourd'hui, le modèle de l'alternance, c'est des contrats tripartites dans lesquels il y a une entreprise, une école et un étudiant. Et l'objectif est la montée en compétences des trois entités. Enfin, les trois entités aident la montée en compétences du jeune et de l'apprenant. Et donc, du coup, il y a une sorte de coordination dans notre processus qui fait qu'on est capable, une fois d'apporter ces compétences, d'en faire le suivi et de s'assurer l'impact réel en entreprise. Donc, au-delà du process, on va dire, d'accompagnement relativement standard pour l'alternance, on crée aussi des liens très très forts avec les entreprises pour qu'on puisse aussi interagir avec les besoins spécifiques qu'ils observent en entreprise. Un des exemples que j'aime bien donner, c'est que les étudiants chez nous, en alternance, sont capables de venir voir le staff ou les intervenants avec les problématiques d'alternance, les problématiques d'entreprise qu'ils ont découvertes en entreprise. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, c'est le cas. Vous êtes sur, par exemple, une fonction d'analyse de trafic web, par exemple. Vous utilisez des outils comme Google Analytics, Google Tag Manager, etc. Et puis, vous faites face à un petit problème de récupération de données, de création de dashboard, de filtrage, etc. Vous n'avez pas toujours la compétence en interne. Vous voyez, votre manager n'est pas toujours expert sur le domaine sur lequel vous êtes en train de produire. Eh ben, on laisse la place aux étudiants dans l'accompagnement pédagogique qu'on a avec eux, de nous poser ces questions-là et qu'on leur apporte de la valeur pour qu'évidemment ça les débloque en entreprise. Et donc quand vous êtes sur une symbiose relativement fluide entre les problématiques d'entreprise, les réponses que l'organisme, l'école peut donner derrière, en fait, tout le monde est satisfait, quoi. C'est un peu ça l'enjeu. Donc, tu vois, le parallèle entre ce qu'on fait pour les entreprises, et donc ça, typiquement, on aide les salariés des entreprises, mais les entreprises ne perçoivent pas toujours qu'on aide les alternants également à aider l'entreprise. Et c'est ça qui est assez intéressant dans notre modèle, parce qu'une fois, on a la double compétence sur ces enjeux-là. Et oui, parce que cette double compétence, elle est aussi demandée à la base dans le cadre de la poursuite d'études, de l'alternance, même du stage. La double compétence, elle est quand même là. Ouais. Moi, si je reviens à mon expérience de formation, c'est du coup il y a quelques années effectivement aussi. Ouais. Toi d'ailleurs, tu avais étudié un peu en distanciel ou tu avais tout fait en présentiel ? Alors non, moi j'ai tout fait en présentiel. Pareil. Effectivement, c'était quelque chose qui était quand même beaucoup moins connu il y a 15-20 ans. Mais ça a profondément changé sur deux aspects. Premier aspect, c'est qu'on a considéré que la compétence n'était pas liée à un lieu. C'est très bête, mais c'est pas parce qu'on est tous dans une même salle qu'il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre. Évidemment, on peut apprendre d'une autre façon. C'est comme ça que se sont développés les MOOC, les classes e-learning, etc. Et ensuite, il y a un deuxième phénomène qui a été aussi à la construction de Cruz, c'est la période Covid. Ouais. Et la période Covid a propulsé... Qui n'était pas forcément la meilleure période pour juger le distanciel. Exactement, c'est ça qui est assez dingue. C'est qu'une fois, tout le monde s'est retrouvé relativement confronté à la problématique. Et en fait, ça a mis un coup d'accélérateur sur pourquoi je ne pourrais pas apprendre ailleurs que dans une salle de classe. 2, il y a des outils qui existent, alors qu'on a eu du mal à mettre en place en last minute, dans des écoles par ailleurs qui n'étaient pas en capacité de le faire. Donc c'était aussi très difficile pour elles. Mais finalement, ça a créé une sorte de nouvelle voie pour des jeunes qui veulent apprendre en flexibilité. Et alors, quand on se dit ça, oui, ça laisse un boulevard aux organismes, aux écoles qui font de l'e-learning. Et en fait, quand j'ai réfléchi à Cruz, à la création, je suis très cartésien. Hein, j'ai un profil relativement scientifique. J'adore les mathématiques. Et donc, j'avais une sorte de réflexion assez triviale de me dire quel est le modèle d'apprentissage dans lequel j'ai envie d'amener les étudiants. J'ai le choix entre présentiel, j'ai le choix entre e-learning, et j'ai le choix de ce nouveau mode qu'on est en train de découvrir en entreprise et du coup dans certains organismes, on fait du distanciel, mais à la fois on est en live, on est en visio, très simplement.
J'ai posé tous les éléments dans des tableaux, des comparaisons, tous les avantages et les inconvénients de chacun des modèles. Et en fait, ma réponse a été très simple. C'est j'ai pris le modèle qui avait le plus d'avantages. Mm. Quand vous faites du présentiel, vous avez la chance de créer du lien social, vous êtes dans un cadre, vous devez vous lever le matin, vous devez respecter des horaires, vous devez suivre les choses en même temps que les autres, vous avez la possibilité de poser vos questions en live, etc. Donc vous profitez on va dire d'une relation chaude avec l'intervenant ou la personne qui vous fait monter en compétence. Le distanciel, de l'autre côté, en e-learning, il a la capacité à vous dire je suis un peu plus à mon rythme, j'ai la capacité à être un peu où je veux quand je veux, je peux retomber autant de fois que je veux sur le contenu que je viens de découvrir. Ouais, parce qu'on peut le revoir sous forme de replay, par etc. exemple, ouais. Exactement. Donc, le e-learning a aussi plein d'avantages concurrentiels. Et c'est pour ça qu'il s'est bien développé dans les 10 dernières années. Et en fait, il y a ce nouveau modèle qu'on découvre, la visio, qui est extrêmement utilisé en entreprise, parce que beaucoup d'entreprises maintenant sont distribuées en France ou à l'international. On a plein d'équipes qui sont distribuées dans plein de zones géographiques. Donc la visio devient un mode de travail assez important. Et quand on liste les avantages de tous ces modèles-là de manière très cartésienne, on a tous les avantages du présentiel, parce qu'on a une relation chaude, on discute avec un intervenant, on peut poser nos questions, on a la capacité à créer du lien social. Et par ailleurs, on a tous les avantages du distanciel. Flexibilité géographique, je suis d'une certaine manière obligé, je peux gagner le fait de ne pas me déplacer le matin pendant 1h30 dans les transports, et puis le soir, c'est pareil. J'ai la capacité à pouvoir organiser un peu ma journée un petit peu comme je veux. Et ce que j'appelle le distanciel synchrone, la visio, est aujourd'hui le modèle qui récupère le plus d'avantages dans la montée en compétences, qui permet à nos étudiants d'être dans un modèle engageant, cadrant, structurant, de qualité, mais en ayant une flexibilité qui aujourd'hui est vraiment une attente du marché sur un équilibre vie pro, vie perso, que tous les employés, que toutes les personnes recherchent. Donc l'image que j'aime bien donner, c'est vous n'êtes pas obligé de vous lever à 7h30 le matin, vous pouvez vous lever un peu plus tard. Par contre, à 9h, faut être prêt. Vous devez être prêt, vous devez être face à la caméra allumée, micro éteint, et vous devez être actif dans la formation. Et oui. Donc on est à la fois flexible et engageant. C'est ça. Et à 17h, fin des cours, vous avez la possibilité d'éteindre votre ordinateur à la minute, de sortir, faire votre activité sportive, votre découverte culturelle, aller voir vos amis, votre famille. Et ça, c'est un avantage qui, pour moi, est suffisamment intéressant pour que ce modèle-là s'impose aujourd'hui comme un des modèles d'apprentissage les plus demandés sur le marché. Surtout que, comme tu le dis, ça peut être un modèle demandé par le candidat, mais ça peut être aussi un modèle demandé par un salarié. Notamment aujourd'hui, c'est vrai que ça ne touche pas forcément tous les métiers encore, mais il y a des métiers qui peuvent totalement se réaliser en distanciel. Et effectivement, il faut être déjà connecté à cet ADN de la mobilité, de la liberté, mais aussi de ce cadre qu'on doit se poser. Parce que si on n'a pas forcément le profil pour, on peut très vite soit perdre en motivation ou perdre en organisation aussi. Donc, effectivement, ça, les entreprises le demandent aussi en termes de posture salariale. Et je vais même t'expliquer la chose très concrètement par rapport à ce qu'on vit au quotidien. On a deux cas principaux. On a évidemment des entreprises qui sont en full télétravail, full distanciel, qui évidemment apprécient travailler avec nous parce que les étudiants ont déjà travaillé dans ce modèle-là, donc ils ont déjà les bons outils. Ils ont déjà la manière de s'organiser. Ils ont peut-être organisé leur quotidien, leur bureau, dans leur appartement, etc., dans un modèle qui ne va très bien au distanciel. Nous, on est capable d'identifier les étudiants avec lesquels ça se passe un peu moins bien sur le distanciel. Donc, évidemment, on les aide sur le sujet. Mais en l'occurrence, les entreprises, elles adorent ce type de profil-là. Et le deuxième aspect qui est super important, c'est que il y a encore beaucoup d'entreprises, évidemment, qui font du présentiel. C'est une très grande majorité. Certaines commencent ont trouvé de la flexibilité avec 1-2 jours de télétravail. Et en fait, c'est peut-être une des meilleures réponses à ces besoins en entreprise. C'est qu'en fait, en alternance, on est une semaine en distanciel synchrone, en visio avec Crooz, mais finalement, on est quand même 3 semaines en entreprise. Et donc, ça veut dire qu'on profite de cette hybridation aussi dans un contexte d'alternance école. Et donc, j'ai 3 semaines par mois, potentiellement des liens avec des collègues, avec une entreprise. Je peux faire mes pauses déjeuner avec mes collègues. Peut-être que j'ai un petit peu de transport selon la zone où je suis. En l'occurrence, ça peut être le cas sur le contexte d'entreprise.
Mais sur le modèle d'école, du coup, pendant une semaine, vous avez une flexibilité qui est un peu plus importante. Ouais. Et donc, cette flexibilité, elle est importante à la fois pour développer de nouvelles compétences, mais pour aussi s'assurer que la montée en compétences soit faite dans un meilleur contexte possible. Et on l'a tous vécu, les difficultés à se lever le matin, Les bouchons, le prix du euh, pétrole. exactement, voilà. Et maintenant, il y a un certain nombre de paramètres, mais on l'a tous vécu, les problèmes de transport en commun, etc. Et en fait, ce modèle-là vient mettre un peu plus de confort dans le quotidien en ayant toujours cette montée en compétences qui est la plus efficace possible. Ouais. Il y a une chose on l'a abordé quand on a parlé de formation professionnelle, parce qu'on a parlé aussi du côté international. Oui. Là, on a le côté international, on a aussi une partie mobilité. Oui. Parce que le but, c'est pas forcément que d'être à distance, mais Cruz a pour envie aussi de se connecter aux étudiants réellement. Donc, comment ça se matérialise en fait? Alors, on permet deux choses. Pour répondre à ta question sur ces deux fragments-là, il y a déjà, on induit que la mobilité internationale est tout à fait possible dans le fonctionnement dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on a des étudiants aujourd'hui qui participent aux formations, qui peuvent être connectés avec des décalages horaires de moins 4 heures, moins 5 heures ou de plus 4 heures, plus 5 heures. Donc, ils s'organisent du coup. Et évidemment, ils s'organisent et ils font le choix d'équilibre de se dire je veux une formation quand même de qualité. Du coup, j'accepte une fois de temps en temps de me connecter, enfin une semaine par mois, de me connecter à 4 heures du matin ou de me connecter à partir de 17 heures. Parce qu'on a eu le cas notamment sur des pays comme l'Australie où c'est très très loin. Ouais. Après, on a des pays un peu plus proches comme la Réunion aussi. On a eu ou en la Europe. Réunion, la Martinique. Alors, on a beaucoup les dom-toms pour le coup, mais on a eu aussi des pays au Moyen-Orient. On a eu de l'Asie du Sud-Est. Enfin, on a vraiment beaucoup de demandes. C'est majoritairement des francophones. Des francophones qui veulent profiter de cette expérience internationale tout en ayant une formation de qualité. Et on est la parfaite réponse à ça. C'est un des points de la réponse. Le deuxième point de la réponse, c'est que on est quand même relativement pragmatique aujourd'hui sur le marché. Nous aussi, on croit vraiment aux liens sociaux. Et donc, on a considéré créer une formation aujourd'hui qui permet également de se voir en vrai. Et c'est peut-être là où est une valeur encore plus importante de notre modèle, c'est qu'on peut se permettre de se voir en vrai, de se voir sur des temps, alors qu'on appelle des fois des séminaires ou dans d'autres cas. Et donc, on crée des temps où les étudiants peuvent se retrouver dans des lieux qui ne sont pas des campus, qui sont du coup dans des lieux qui sont des lieux tiers, des tiers-lieux comme on les appellerait, des espaces de coworking, des hôtels, on va dire des villes de manière un petit peu plus générale. Et donc, on change les endroits où on se retrouve, on mixe des enjeux de montée en compétences pédagogiques, de travail sur des projets avec des moments plus informels où on peut du coup se voir, parler un peu de nous, etc. Puis ensuite, quand on se voit en visio, après, on est dans un contexte finalement qui est proche que de celui de l'entreprise. Parce qu'on a réussi à créer des liens, etc. Et tout ça, Et j'ai deux belles histoires comme ça sur les 2 dernières années là, à te raconter. On a réussi, sans le vouloir, parce qu'une fois, notre modèle n'est juste un modèle engageant et de qualité, mais on ne cherche pas à créer des amitiés, c'est pas du tout notre objectif, mais on a 2 très bons exemples d'étudiants qui se sont rencontrés grâce à Cruz, qui se sont vus sur un séminaire. On a même un des exemples, ils ne sont même pas vus au séminaire, qu'ils avaient déjà créé des liens très très forts, et qui ensuite passent leurs vacances ensemble. Ouais. Ah oui, ça c'est ouf ça. Et ça veut dire qu'en fait, la notion de distanciel tel qu'il est envisagé aujourd'hui, il n'y a plus une coupure nette, il n'y a plus une fragmentation de on est derrière un écran. On est totalement capable d'imaginer le monde comme notre maison, comme notre campus. Et donc c'est pour ça, on en parle très peu, et on a une tagline, c'est Cruz, where you belong. Et on considère que nos étudiants ont la capacité à être là où ils veulent, quand ils veulent. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est une des richesses, à mon avis, des quelques années à venir, c'est cette capacité à être mobile, découvrir des nouveaux environnements. Et puis, on a eu des cas, au-delà de l'amitié, d'étudiants qui en profitent pour aller voir leur famille, leurs amis, qui en profitent pour voyager. Et c'est peut-être un petit peu l'école qu'on aurait aimé avoir il y a 15 ou 20 ans. Donc, en ça, je pense que moi, je l'aurais ça... signé déjà. Ouais. Et par rapport à la mobilité... les étudiants de Cruz ont eu la chance de partir en séminaire à l'international. Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Oui, bien sûr. Alors, on organise donc des séminaires à l'international qui sont, on va dire, dans des temps assez restreints. On est souvent entre 3 et 5 jours. C'est pas des longues mobilités, en tout cas à date. Et on essaye de mixer durant ces séminaires-là beaucoup d'informels, beaucoup de temps pédagogique, de la découverte culturelle. Et l'avantage qu'on a, une nouvelle fois, c'est qu'on peut jouer avec les destinations. Mm. Donc, on essaye de découvrir des nouveaux, de se donner des nouvelles visions. Alors, on a des étudiants très orientés vers le tourisme, l'hôtellerie, le business de manière générale, ce qui fait que ils ont aussi envie de voir des nouveaux paysages, etc. Donc, on se laisse une carte blanche un petit Ouais. peu de jouer avec ces modèles-là. Et c'est très, très apprécié par les étudiants, évidemment. Mm. Et en plus de ça, il me semble qu'on a pas mal de contenus qui ont été générés durant le séjour. Bien sûr. Ouais. C'est à Londres, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, le dernier séminaire était à Londres. Et pour le coup, effectivement, les étudiants se mettent dans la position aussi du client, du touriste, et ont la capacité à générer des contenus, à tester finalement même sur le terrain un certain nombre d'outils qu'ils découvrent, etc. Et puis, ça leur permet d'ouvrir un petit peu aussi leur chakra. On a déjà plusieurs fois parlé d'international, mais aujourd'hui, quand on recrute des étudiants en entrée de formation et quand on les aide à monter en compétences, on considère que l'anglais et l'internationalisation n'est pas une compétence importante, c'est une compétence essentielle. Vous êtes sur les métiers du digital et des nouvelles technologies où l'anglais fait office maintenant de quasiment langue première, et puis vous êtes dans un contexte d'hôtellerie, de luxe, de tourisme, de restauration qui est évidemment très orienté vers ces métiers internationaux aussi, qui enlèvent un petit peu les frontières entre les pays, qui aujourd'hui est très important. Donc on joue avec ça. On joue avec les formats pédagogiques qui peuvent être faits en anglais. On considère que l'anglais ne peut pas être une bête noire. Ouais. Et donc par définition, on aide nos étudiants à monter en compétences avec un niveau d'entrée et on les amène au meilleur possible, etc. Ouais. Et je pense qu'il nous manque une petite chose sur l'ADN Cruz, notamment sur la vision de l'étudiant. Oui. On a parlé de mobilité, on a parlé de méthodologie pédagogique, etc. Il y a une chose quand même qui revient, et moi je le vois beaucoup en entretien aussi, c'est l'aspect projet, l'aspect entrepreneurial notamment. Oui. Oui. Comment ça se matérialise chez Cruz? Ok, alors on va repartir de la base sur ce sujet-là, parce qu'en fait c'est très important, c'est essentiel dans notre fonctionnement. On ne peut pas imaginer spécialiser des étudiants sur les métiers du digital avec des codes métiers et ne pas imaginer qu'ils ne veulent pas bouger les lignes en entreprise. C'est-à-dire que par définition, le type d'étudiant qui peut rejoindre nos formations, c'est des personnes qui peuvent envisager à moyen long terme de pouvoir avoir un impact sur l'entreprise dans laquelle ils sont, petite échelle ou grande échelle, ou de créer leur propre entreprise. Et donc, que vous soyez en interne dans une entreprise, qu'on appellerait l'intrapreneuriat, que vous créiez votre propre entreprise, de l'entrepreneuriat, ces compétences sont essentielles pour atteindre les postes à responsabilité auxquels on veut les préparer. Donc, effectivement, c'est plutôt sur les niveaux master et MBA, du coup, mais on vient leur apporter énormément de compétences qui leur permettent de bouger les lignes d'une entreprise ou de créer les lignes d'une nouvelle entreprise. Et donc, l'entrepreneuriat est intrinsèque à notre fonctionnement. Ce n'est pas une spécialisation, ce n'est pas une option qu'on propose. Ça fait partie du programme de formation. Et je te disais que c'était plus fait en master MBA, évidemment, parce que c'est plutôt à ces moments-là qu'on le développe. Mais même à un niveau plus basique, durant notre année de Bachelor 3, on leur donne déjà des compétences sur comment se lancer en indépendant, comment devenir freelance, comment faire fructifier finalement une compétence technique que vous avez déjà. Et aujourd'hui, le monde est quand même très orienté vers celui qui met en œuvre a une vraie efficacité. Donc on leur donne les clés pour créer un statut d'auto-entrepreneur, pour commencer à mettre en place des premières opérations, pour que, même s'ils terminent leurs études à Bac+3, ils aient la capacité à déjà être indépendants. Et on a à peu près sur nos formations 15% d'indépendants. C'est un taux que je trouve très très important. Et quand je dis indépendant, ça peut être une vraie entreprise ou indépendant seul. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le porteur de projet qui souhaite évoluer sur son parcours de formation et valider
un master, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur le niveau master, moi j'ai beaucoup la question de ah mais moi j'ai déjà un projet, comment ça se passe, est-ce que je peux le lancer pendant la formation, Ouais. est-ce que je peux faire des tests, c'est quoi l'idée derrière tout ça, comment je peux l'exploiter durant mes 2 années, parce que 2 ans c'est long mais ça Mm. passe vite. Ouais. Et en fait on peut récupérer un maximum d'outils, faire des tests, notamment sur l'onboarding des B3 et des masters. Moi, j'y ai assisté. On a parlé de prospective IA. Mm. C'était assez costaud quand même. Mm. Et les étudiants, le retour, c'était ah ben, on a pu implémenter des outils, faire des tests, etc. Et est-ce que justement, ça, ce serait pas vraiment au service des projets entrepreneuriaux au final aussi? Donc en fait, on cultive l'entrepreneuriat sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est celui de les aider, même s'ils n'ont pas une vocation à créer leur entreprise, Mm. à acquérir ces compétences-là. Et donc là, on fait un principe de montée en compétences sur ces sujets. Et le deuxième aspect, c'est que on est aussi un territoire, alors on pourrait parler d'incubation, mais c'est pas très loin de ce terme-là, où effectivement des porteurs de projets, des jeunes qui ont déjà des entreprises en parallèle et nous contactent. Et en fait, on essaye d'adapter un certain nombre de formats pédagogiques, de projets, à l'accompagnement de leur entreprise. Mm. Et donc, c'est vrai sur le bachelor, c'est vrai sur le master, c'est vrai sur le MBA. On a la capacité à intégrer pédagogiquement un accompagnement de leur entreprise, de eux et leur entreprise, durant la formation. Et pour même aller plus loin, parce qu'on parle de l'alternance, qui est effectivement un modèle aujourd'hui de rythme, après il y a un certain nombre de contrats dedans, mais on propose à nos étudiants entrepreneuriaux, à nos étudiants internationaux, aussi la possibilité de nous rejoindre sous un format qu'on appelle un format initial. Et en fait, on les aide à développer ça. Donc, notamment, on a des bourses d'études qui peuvent être demandées, sur lesquelles ces profils, on va dire, un petit peu différents sur le marché, mais finalement très en phase avec le positionnement de Crooz et avec les attentes du marché, pour le coup, on a envie de les accompagner. Donc, du coup, on met en œuvre ce contexte pour ça. Ok. Et on a eu plusieurs cas comme ça, Mm. et ça fait plutôt des belles success stories, parce que Ouais. l'étudiant arrive à mixer les enjeux de la formation avec son développement d'entreprise en parallèle, Mm. et ça lui donne des ailes, quoi. Eh C'est oui. vraiment très, très important. Effectivement, on est bientôt à la fin de ce podcast. Ouais. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus global, et je parlais de prospective, mais sur le marché de la formation ou sur les métiers, le recrutement, etc., sur les 5 à 10 prochaines années, bon, c'est quand même loin, mais comment tu vois l'évolution du marché, toi, sur les prochaines années? Ok. Alors, bon, de toute manière, on prend un angle, nous, très digital et nouvelles technologies au sein des secteurs d'activité, sans que ça soit une information nouvelle. Aujourd'hui, tous les secteurs sont un peu chahutés par les enjeux d'IA, les enjeux d'automatisation, etc. Il est évident que notre responsabilité, c'est d'amener les jeunes à développer des compétences fondamentales qui vont les impacter sur les 15, 20, 30 ans à venir. Donc aujourd'hui, évidemment, beaucoup de notre programme est orienté vers ces nouveaux outils, et on a même une approche qui est un petit peu différente que beaucoup d'acteurs sur le sujet. C'est pas qu'une approche technique, mais c'est presque une approche aussi un petit peu plus sociologique, philosophique, parce que derrière, il y a énormément d'impact sur les métiers, sur sa place dans ces secteurs-là. Et aujourd'hui, on parlait il y a un certain nombre d'années de slashers, les personnes qui avaient plusieurs activités, etc. Je pense aujourd'hui qu'on est en capacité d'imaginer que tout le monde va pouvoir, grâce aux compétences et grâce aux agents IA, aux enjeux techniques qui sont derrière ces aspects-là, d'avoir sa propre activité, de mener une équipe, une entreprise avec des facilités qu'on n'a jamais connues auparavant. Et donc ce shift de compétences, on doit être pionnier dans la manière dont on l'approche. Donc on n'est pas une école IA, on n'est pas une école de tourisme ou une école d'hôtellerie. On est aujourd'hui dans un positionnement qui nous permet d'être sur les enjeux de la double compétence, donc des capacités techniques avancées, mais toujours très pragmatiques par rapport aux enjeux métiers. C'est-à-dire jamais on sera décorrélé des enjeux terrain. Et c'est un peu ça notre transition, ou notre petit curseur à ajuster avec tout ce qui est en train de se passer. Très clair. Et pour conclure, du coup, est-ce que tu aurais un petit mot à glisser, que ce soit aux entreprises qui nous regardent, aux salariés, mais aussi aux étudiants, du coup? Ouais. En fait, évidemment, je prêche plutôt pour ma paroisse, mais
Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une attente sur le marché. Il est d'ailleurs prouvé dans plein d'études qui sont passées récemment que la compétence la plus importante à développer dans les années à venir, c'est la capacité à se former, à Mm. apprendre. Ouais. Et donc, alors ça peut être apprendre par soi-même, mais ça peut évidemment être apprendre par d'autres. Et donc, si il y a bien aujourd'hui, à mon sens, un élément important à retenir, c'est il n'est pas trop tard et il est évidemment important que vous soyez prêt pour les 10, 15, 20 années à venir, Mm. parce que ça va tellement vite que la compétence d'adaptation et de formation Ouais. devient essentielle. Donc pensez à comment vous valorisez votre propre profil auprès de ces entreprises sur le secteur. Super, top. Il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter peut-être ou... Non, on serait pense ravis qu'on de a- vous rejoindre, Ouais. vous rejoindre et de vous voir dans le contexte de Cruise, que vous soyez étudiant, professionnel, salarié, que vous êtes en reconversion. Évidemment, on aurait plaisir à échanger avec vous, à vous accompagner, à identifier les meilleurs moyens de se former. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver et peut-être de se revoir, Johan, dans un autre podcast sur une thématique qui sera peut-être encore un petit peu différente. Avec plaisir. Et du coup, pour terminer, merci de nous avoir suivis sur le podcast d'Inside Cruise. Rendez-vous aussi sur notre site internet du coup. Oui. Donc Cruise-education.com. Super. Vous pouvez aussi taper cruise.fr, crews.fr. Et puis, vous aurez la chance de pouvoir échanger avec Johan si Voilà. jamais vous nous contactez. Et avec grand plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Johan. Merci Camille.